Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une journée de fébrilité aujourd'hui à Cube. Tout le monde est fébrile. Avez-vous senti ça depuis ce matin, là? Mario, Isabelle, Benoît, moi. Puis vous allez le sentir avec Richard aussi. On est fébrile parce que, oulala, aujourd'hui, c'est la journée où on se fait photographier pour la nouvelle campagne publicitaire de Cube. Fait qu'on s'est tous mis beaux. D'abord, on s'est tous habillés dans les tons de bleu, blanc et beige, sauf Richard qui s'est habillé en noir parce qu'il a comme pas eu le mémo. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Et puis, on s'est toutes grimées, on s'est toutes bien coiffées et tout ça parce que c'est aujourd'hui la journée de la photo officielle. Et je me sens un petit peu comme mon fils quand chaque année à l'école, ils font la photo officielle de l'école. Puis que là, mon fils s'habille tout propre pour les photos qu'il va pouvoir remettre à maman et à grand-maman. Donc, si vous sentez une certaine fébrilité aujourd'hui sur les ondes de Cube, c'est à cause de cette photo, ou peut-être à cause du fait que depuis que je suis arrivée il y a 1 heure, je me promène partout avec 2 grosses tablettes de Toblerone et je distribue des morceaux de Toblerone à tout le monde. Donc, si vous trouvez que Jean-Philippe Leroux, qui est à la mise en onde, est vite sur le piton, c'est grâce à la caféine et au cacao contenu dans les tablettes de Toblerone. On salue aussi Fred Bastien, pardon, pourquoi je l'ai appelé Fabien? Ça doit être parce que moi aussi j'ai mangé du chocolat. On salue Fred Bastien, tiens, on va commencer comme ça, à la mise en ligne, qui lui aussi a mangé du chocolat. Et je veux quand même saluer Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, qui lui a refusé mon chocolat, donc tant pis pour lui, mais je l'aime quand même. Je vous parle de gastronomie et je vous parle de dégustation de chocolat. C'est un petit peu une entrée en matière, une mise en bouche pour notre premier sujet. Vous le savez, évidemment, le 15 mai dernier, on a appris quels étaient les restaurants québécois qui se retrouvaient sur la liste des étoilés Michelin. Il y a 9 restaurants, mais un total de 10 étoiles, puisque le restaurant Tanière à Québec s'est mérité 2 étoiles. Mais il y a plein de gens dans le milieu de la restauration qui disent, est-ce que ça valait ce que ça coûtait? Est-ce que c'était un bon investissement de la part des différents paliers de gouvernement que de sortir des millions pour attirer le guide Michelin ici au Québec? Une des personnes qui se pose cette question-là, c'est Marie-Claude Lortie, que vous entendez souvent sous les ondes de Cube. Elle est chroniqueuse et rédactrice en chef au journal Le Droit. Marie-Claude, bonjour. Marie-Claude, bonjour. Marie-Claude, bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Marie-Claude, donc, évidemment, je te reçois aujourd'hui parce que tu as écrit une chronique à ce sujet-là, mais aussi parce que tu as été pendant des années critique de restaurant au journal La Presse. Tu as publié des guides de critiques de restaurant. T'as voyagé à travers le monde aussi pour aller goûter à des restaurants à travers le monde. Donc, tu es extrêmement bien placé. Toi, quand tu as appris au début, quand nos collègues du Journal de Montréal avaient fait ce calcul-là pour en arriver à un total de 2 100 000 $ pour attirer le guide Michelin au Québec, ça avait été quoi ta réaction à l'époque, quand le chiffre avait été sorti? De façon générale, je te dirais, quand j'ai appris que le guide Michelin s'en venait au Québec, ma première réaction a été une d'ennui. J'étais là, mais je peux pas croire que c'est la seule chose à laquelle ils ont réussi à penser. Je trouve ça un manque d'originalité, un manque de profondeur, un manque de réel travail sur ce que ça prend pour développer des destinations gastronomiques comme on pourrait en développer au Québec et au Canada. Parce que c'est comme une solution, je dirais, facile, en fait. C'est comme on prend une marque connue, ah oui, Michelin, tout le monde connaît ça, on lance un peu d'argent, puis regardez, ça va bien aller. Mais c'est pas comme ça que des villes improbables sont devenues des destinations gastronomiques. Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple Montréal, à travers le monde. Ouais. Je dirais Copenhague. Je dirais Lima au Pérou. Je dirais l'Australie en général, Sydney en particulier.
sais, quand on disait Copenhague, il y a 20 ans, les gens disaient, mais ça se peut pas que ce soit une destination gastronomique. Voyons donc, ils mangent des patates puis du hareng mariné, là. Oui. C'est ça, là. Le Pérou, c'est comme un restaurant vraiment gastronomique, des restos gastronomiques, là, genre c'est super chic. Non, le Pérou, il y a 20 ans, c'était le Sentier Lumineux, c'était les attaques terroristes. Ben oui. C'était un pays en développement. C'est comme, oui, pour aller manger des choses exotiques, mais pas de la fine gastronomie. Or, ces pays-là, ces villes-là ont investi de façon organique, très précise, très pointue pour développer une culture gastronomique, autant chez eux puis pour aller chercher des gens de l'extérieur pour qu'ils soient témoins de ça. Fait que c'est quelque chose qui se passe à 2 niveaux. D'abord, il faut développer la gastronomie, puis ensuite, il faut aller chercher les gens à l'extérieur pour qu'ils voient la gastronomie, qu'ils y goûtent, puis qu'ils sachent que c'est bon. Parce que t'as beau avoir le meilleur restaurant du monde, si personne y va, si personne est au courant, ben ça donne rien. Donc, il y a eu des investissements qui ont été faits vraiment très pointus là-dessus. Puis les gens, je me rappelle d'avoir parlé à des restaurateurs au Québec qui étaient jaloux de ça parce qu'ils voyaient comment les offices de tourisme et tout aidaient les restaurants locaux à prendre de la place. Puis la technique qu'ils ont employée beaucoup, dont j'ai été témoin là, au premier rang, c'est qu'ils allaient chercher des journalistes dans le monde. Puis je parle pas d'influenceurs qui connaissent pas la gastronomie, je parle des vrais critiques gastronomiques. Ils allaient chercher celui de l'Autriche le plus connu, celui de Finlande le plus connu, celui des New-Yorkais, et puis partout dans le monde. Ils construisaient des voyages de presse. Ils investissaient aussi beaucoup dans les conférences. Ça, les conférences gastronomiques, là, ça marche super bien parce que les journalistes viennent faire des reportages, mais il faut qu'ils mangent. Donc, ils vont manger, puis là, ils vont chez Noma, le fameux Noma, le restaurant danois qui est devenu le meilleur restaurant au monde, donc que tout le monde connaît. Il est devenu ce qu'il est devenu parce que il y a eu toutes sortes d'acteurs qui se sont mis ensemble pour aider le restaurant, puis aussi pour faire venir les journalistes et les chefs, et aussi pas juste les journalistes, les décideurs, des gens, des offices de tourisme des autres villes pour créer des ponts. Fait que, tu sais, envoyer de l'argent à Michelin, c'est comme banal, c'est facile. Puis d'ailleurs, les restaurants qui ont été choisis, je sais pas, moi je veux pas insulter personne, là. Je sais que tout le monde travaille fort dans la restauration, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place, le magazine Cult. On dit la liste, on dirait que c'est la liste des recommandations de mon grand-oncle qui a suivi ce que le concierge de son hôtel lui a dit de faire. Oui, c'est ça. C'est très méchant. C'est très méchant, mais en même temps, ça peut être vrai. C'est-à-dire que, par exemple, des restaurants qui ont plus misé sur une vraie originalité, qui ont fait les choses en sortant des sentiers battus, qui sont pas des restaurants avec nappe blanche et tout, ils se retrouvent pas dans les étoiles Michelin. Donc, est-ce que tu irais jusqu'à dire que, sans insulter personne, mais que les restaurants qui ont été choisis par Michelin, c'est plus des restaurants, entre guillemets, traditionnels? Oui, complètement. Enfin, il y a une coupe de choix là-dedans. C'est pas juste traditionnel, c'est que c'est des gens qui ont pris la liste des critères Michelin, les plus de base, les plus, tu sais, comme la petite table pour. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est le genre de critères. Okay? Je donne des exemples de critères. Une petite table, un petit tabouret pour déposer ton sac à main quand tu es une femme. Ok. La nappe, la qualité des couverts, la qualité des verres. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont importantes, mais Michelin accorde une importance quand même assez grande à ce genre de choses-là, qui fait que si un restaurant décide d'investir plus dans les produits que dans la qualité des nappes, puis dans le service de nettoyage des nappes, il est lésé pour ça, tu sais. Puis c'est ça qui était vraiment choquant de Michelin, de cette liste-là, c'est que est-ce qu'elle allait chercher vraiment le meilleur de ce qu'il y a à Montréal? Non. Parce que si tu vas à Paris, là, ou à New York, là, dans les grands restaurants qui coûtent une fortune, où tu as des gens qui arrivent avec des budgets infinis, peut-être que rendu là, on est en train de comparer l'épaisseur des nappes et la qualité du coton égyptien. Mais Montréal est pas connu pour ça. L'essence de Montréal, c'est pas ça. Puis sur le terrain de la qualité de la nappe, on sera jamais gagnant.
contre Tokyo ou Londres ou Paris. Mais moi, ce que j'ai aimé, mais Marie-Claude, moi, ce que j'ai aimé de la liste, c'est que justement, ça couvrait d'abord l'ensemble du Québec. Donc, c'était Montréal, Québec. Il y a même un restaurant à Rimouski. Donc, ils ont quand même tenu compte de la diversité et de la richesse de la gastronomie, justement, pas juste à Montréal. Ça devrait être un point, ça devrait être un point positif quand même pour le guide Michelin, non? Oui, mais dans le bas du fleuve, ils sont passés à côté du meilleur restaurant, de la meilleure. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de femmes là dans la liste des étoilés. Sophie, là, si tu regardes ça, là, Graziella, elle n'a pas eu d'étoile. Selon moi, elle en méritait certainement autant que d'autres qui en ont eu. Et puis, Graziella Battista, Colombe Saint-Pierre n'a pas eu. Il y a des grandes. Il y a comme eu des vieux réflexes d'aller vers des valeurs sûres, mais pas des valeurs sûres de maintenant, des valeurs sûres d'il y a 30 ans. Tu sais, Michelin, là, a perdu énormément de crédibilité depuis 20 ans, 30 ans. Moi, quand j'ai commencé à couvrir la restauration en 2001, 2002, déjà, Michelin était plus vraiment pris au sérieux. Ouais. C'était le début de l'explosion des listes alternatives, dont les fameux 50 Best, qui étaient, ça venait d'un magazine britannique qui s'appelle le magazine Restaurant, qui est un magazine professionnel. Et eux, justement, ils en avaient marre de Michelin. Ils choisissent toujours le même genre de restaurants qui font le même genre de trucs. Alors, ils sont allés couronner El Bulli en Espagne, puis le Fat Duck à l'extérieur de Londres pour avoir des restaurants complètement déjantés, puis complètement... c'est ça, d'une grande créativité. Là. C'était l'époque de la fameuse cuisine moléculaire. C'est eux aussi qui ont fait grimper le fameux Noma, qui cuisinait avec des ingrédients complètement non traditionnels par rapport au restaurant classique Michelin. Alors, tu sais, Michelin, en ce moment, est en train de... C'est un peu... C'est pas un miracle, mais c'est pas là que les gens vont pour chercher l'information sur ce qui est vraiment de pointe quand on est des gastronomes. Or, c'est important de chercher des gastronomes de pointe parce que c'est comme dans n'importe quel autre secteur. C'est eux qui sont comme des locomotives qui vont faire en sorte qu'après, les foules adhèrent à ça. Alors, donc, il faut essayer aller chercher Michelin en soi, ça aurait pu être intéressant si ça avait fait partie de toute une stratégie intégrée où on va chercher les dépisteurs d'avant-garde, les journalistes sérieux des journaux reconnus du monde entier. Si on avait eu une réelle réflexion aussi sur les investissements qu'il faut faire là-dedans pour aider les restaurateurs et les restauratrices, parce qu'il y a un grand déséquilibre dans le monde du restaurant. Oui. Les hommes ont plus souvent des financiers, des gens pour les aider. Et ça fait une grosse différence. Là. Colombe, pour nommer encore Colombe, elle tient son restaurant à bout de bras. Là. Vraiment, ça poche. Alors qu'il y a d'autres restaurateurs qui ont de l'aide des grandes banques, puis ici au Québec, mais beaucoup aussi à l'extérieur, là, dans les autres villes. Fait que c'est ça, là, moi, ce que je déplore dans cette histoire de Michelin, c'est que j'ai l'impression qu'on a mis de l'argent dans quelque chose en pensant que ça serait comme instantané, facile, pas compliqué. Mais non, ça n'a pas donné. Puis les résultats sont hyper décevants. Là. Les gens qui vont venir ici pour essayer certains de ces restaurants-là, je suis pas sûre qu'ils vont retourner en pensant que le Montréal, c'est formidable. Puis surtout, ils verront pas le Montréal qu'on connaît, puis les choses exceptionnelles qu'on fait. Ils iront pas à l'essentiel moelle de oui, c'est ça. La signature. Parce que, par exemple, en effet, tu mentionnais tout à l'heure Graziella, puis le hasard fait en sorte qu'on a interviewé, ici à Cube, on a interviewé Graziella Battista la semaine dernière, ou celle d'avant, hein, Hugo, je pense il y a 2 semaines, parce que la ville de Montréal, il y a tellement de travaux dans le Vieux-Montréal qu'elle a décidé cette année de pas ouvrir de terrasse. Alors, tu sais, tu disais, il faudrait aider les restaurateurs. C'est certainement pas comme ça qu'on va aider les restaurateurs. Puis peut-être qu'il y a plein de gens, en effet, attirés par les étoiles Michelin qui vont venir à Montréal ou qui vont aller à Québec et à Rimouski. Puis quand ils vont arriver à Montréal, dans le Vieux, ils vont être pognés avec plein de travaux partout. Puis ça donne pas envie à personne d'aller manger au restaurant. Marie-Claude, je rappelle que tu as écrit une chronique dans le journal Le Droit qui s'intitule « Michelin, est-ce que ça valait 2,1 millions ?» Des chiffres qui avaient été sortis, compilés par le Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, tu m'as mis l'eau à la bouche. Là, j'ai juste envie de prendre l'avion puis d'aller à Londres manger au Fat Duck ou d'aller à Copenhague aller manger chez Noma ou d'aller à Lima au Pérou pour aller manger de la bonne bouffe.
c'est Lima que je te recommande en premier. Mais toi, t'as déjà vécu au Pérou, non? Une petite période, il me semble, non? Non. J'y suis allée à quelques occasions, puis la gastronomie est exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais ça, c'est un exemple. Ils ont créé des événements, des foires, ils ont invité des journalistes. C'est ça qu'il faut faire aussi, là. Voilà. Alors donc, faites des endroits où les Marie-Claude Lortie de ce monde ont envie d'aller puis en parler dans leurs journaux respectifs. Marie-Claude, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci Marie-Claude Lortie. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, pendant que je vous parle sur tous les écrans de toutes les stations d'information, on voit bien sûr des images de Charles III, roi d'Angleterre, roi du Royaume-Uni, et aussi le chef d'État du Canada qui est en visite ici. Et justement, sa visite ici pose quand même des questions d'enjeux de sécurité. Et comme toujours, quand on s'intéresse à des questions de sécurité, on fait appel à mon ami Francis Coates, qui est expert en sécurité, enseignant à l'École de technologie supérieure. Francis, bonjour. Bonjour, Sophie. Est-ce qu'il est en danger, le petit roi Charles? Il y a deux choses qu'on fait l'analyse du risque, puis c'est le fun de faire la distinction entre les deux. Oui. Première des choses, quand on analyse le risque, il y a la valeur de l'actif. L'actif, ici, c'est le roi d'Angleterre. On s'entend que... Bon, pas rien. C'est pas rien. Ça dépend de votre position, qui aime la monarchie ou pas, mais ça reste même que qu'on l'aime pas, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Okay? Ouais. Donc, il y a une valeur associée à ça. Et quand on calcule le risque, on va calculer les probabilités d'occurrence qui arrive une attaque. On va calculer le niveau de menace. Puis, on va calculer aussi les vulnérabilités résiduelles de notre système. Ici, probablement que les chances qu'il arrive un événement majeur, elles sont relativement faibles. Par contre, si jamais il arriverait un événement, est-ce que le système de sécurité fonctionnerait? Moi, je suis obligé d'en douter un peu. Pourquoi? Parce que le Canada est un petit peu le maillon faible en termes de sécurité. Parce qu'on le sait qu'au Canada, par exemple, moi, ça m'a complètement jeté à terre. À un moment donné, Mélanie Joly, qui était à ce moment-là ministre des Affaires internationales, des Affaires étrangères, elle se promenait sur la rue Laurier et elle a été accostée par quelqu'un, un petit peu le même genre d'événement qu'on a vécu avec Richard. Mais donc, elle a été accostée par quelqu'un qui l'a filmé avec un cellulaire et c'est là qu'on a appris qu'elle n'avait pas de garde du corps. Elle n'avait pas, 22 personnes autour d'elle. Non. Donc, si on n'a pas ça pour nos propres représentants à nous, est-ce qu'on est capable de faire face quand il y a une visite comme le roi? D'ailleurs, c'est une différence entre le Québec puis le provincial, le fédéral. Au Québec, les ministres ont un minimum de protection. Oui, c'est-à-dire que le chauffeur est aussi garde du corps. Il est armé. C'est un agent de la paix. Voilà. Okay? Tandis qu'au niveau fédéral, c'est pas comme ça. Au niveau fédéral, les ministres, par définition, n'avaient pas de protection il y a quelques années. Là, peut-être que ça l'a changé. Mais quand je vous dis que lorsqu'il arrive un événement, souvent, c'est là qu'on est mauvais. Les services policiers sont très bons pour, je vais dire, prévenir certaines attaques. On fait beaucoup de renseignements. Donc, on est capable de se rendre compte que, il y a tel groupe qui s'enligne pour faire quelque chose. Là, il y aura une perquisition, on trouvera des cocktails Molotov, des trucs comme ça. Fait que quand on est capable d'avoir du renseignement, on est bon. Par contre, lorsqu'il y a une attaque, une menace qui est constituée, donc il y a quelqu'un qui pose vraiment, il est rendu à poser le geste, on a juste à regarder ce qui est arrivé au Métropolis. Oui, on n'a pas été trop bon. Non, on n'a pas été fort. On n'a pas été fort. Si on regarde ce qui est arrivé avec Jean Chrétien, vous rappelez-vous le Shawinigan Handshake, là? La fois qu'il avait été obligé de se défendre dans une foule. Et deuxième événement c'était Jean Chrétien, l'affaire de la sculpture, c'est quand quelqu'un s'était introduit. C'était Jean Chrétien aussi. C'était Jean Chrétien aussi. Oui, chez eux. Puis c'est Aline qui a réagi puis qui a intercepté le petit monsieur qui se promenait avec. Il y a des enjeux. On a eu un autre enjeu avec M. Philippe Couillard. Quand il y avait eu, j'ai pas les dates là, par cœur. C'était une boulette de papier. Une boulette de papier. C'était suite à la fusillade à Orlando dans un bar gay, je pense. Ouais. Et voyez-vous, on a encore là quelqu'un, c'est pas pire, c'est pas une grenade qu'il a lancée, c'est une boule de papier. Mais ça reste que comment c'est pas rassurant. C'est pas rassurant quand on regarde lorsqu'il y arrive une menace constituée, comment on réagit. Fait qu'on est beaucoup dans l'apparence avec le roi présentement. On est beaucoup dans l'apparence. Demain, pour un gars de sécurité, demain ça va être un peu terrible là, parce que se promener en landau royal. Dans l'histoire là, des dignitaires, là, les véhicules cabriolets, on se rappelle de JFK. Référence à Dallas? JFK, c'est ça. On ne peut pas donner d'idée à personne. Bien sûr, là n'est pas l'idée, mais de faire des parallèles, en effet, avec
avec l'histoire. Oui. C'est-à-dire que, en effet, quand on regarde, par exemple, même quand le pape se déplace, normalement, enfin, le fameux pape mobile, oui. etc. Donc, quand quelqu'un a atteint ce statut-là, normalement, il y a une forme de protection, ne serait-ce que par le véhicule qu'il utilise. Donc, vous considérez que l'espèce de carrosse, le landau dans lequel il va se déplacer, ça aurait dû être remplacé par quoi? Une limousine fermée? C'est sûr, si on compare, par exemple, avec The Beast, là, la limousine là, du président des États-Unis, on est complètement ailleurs. C'est des vitres par balles, etc. Oui, on parle de 12 cm d'épais de vitres. C'est dans l'épais, ça. Le véhicule pèse 9000 kilos. Donc, on est complètement ailleurs, là. OK? 9000 kilos, c'est 9 tonnes, là. Ouais. OK? Par exemple, si on devait prendre la fuite demain avec le landau, ça va entre 15 à 20 km/h quand les chevaux vont bien. Fait que là, puis on commence à perdre des morceaux en haut de ça. Fait que ça prend un plan B, un plan C. Même une Lada, ça va plus vite qu'un landau, finalement. Même moi, quand je cours pas vite, mais d'après moi, je suis capable de rattraper ça. Ça se vend-tu encore des Lada? Il me semble que non. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça au Québec. En tout cas, bref, revenons à nos moutons. Donc en fait, c'est pas selon vous, votre œil d'expert de sécurité, c'est pas top. Ça, c'est la première raison pour laquelle... On est souvent chanceux, Sophie. Oui. Tu sais, au Métropolis, si l'arme ne s'était pas enrayée... Voilà. Bon. Mais il y a quand même eu mort d'homme ce soir-là. Et pas juste mort d'homme, il y a des gens qui ont été blessés grave, et qui en portent aujourd'hui encore les séquelles. Il faut jamais oublier ça. Et je veux dire, on est passé à un cheveu que la première femme première ministre de l'histoire du Québec soit aussi assassinée le soir même. En direct à la télévision. En direct à la télé. Oui, on était, je veux dire, moi, je trouve que cette histoire-là n'a jamais été assez reconnue pour ce qu'elle était. C'est un acte de terrorisme. Ça n'a jamais été reconnu à... L'ampleur du drame a été beaucoup minimisée, selon moi. Pour des raisons peut-être qu'on aura l'occasion de discuter à un moment donné. On a déjà parlé d'imputabilité, Sophie, vous vous rappelez? Oui. Et ici, au Métropolis, j'ai su, pas plus tard qu'en fin de semaine, j'ai appelé mes contacts, j'ai débroussaillé des choses, que il y a des effectifs policiers qui étaient au Métropolis qui auraient été déplacés pour les envoyer au parc Émilie-Gamelin, parce que maintenant, on s'est rendu compte que ça allait peut-être plus brasser au parc Émilie-Gamelin. Fait qu'on a dit, on va prendre quelques policiers, ça a l'air tranquille au Métropolis, on va les envoyer là-bas. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, OK, la gestion de risque, moi, je l'enseigne. Mais la gestion de risque, c'est la personne qui prend la décision. Ben oui. C'est elle qui assume le risque. Donc, moi, ma question, c'est s'il y a quelqu'un qui a décidé de déplacer, cette personne-là, elle a eu une promotion? Elle a eu... excellente question. C'est un excellent point que vous soulevez. Puis, en effet, c'est assez inquiétant parce que, tu sais, c'est quand même... Et moi, je vais toujours rester avec cette question-là. Si ça avait été un homme premier ministre, est-ce que ça aurait été peut-être plus pris au sérieux qu'une femme? Et on ne parle pas d'une grosse menace. Tu sais, quand on parle des menaces, là, on parle, excusez, là, mais d'un ticoun en robe de chambre bleue. Ouais. Je veux dire, si vous vous rappelez les images de l'événement, là, on n'a pas affaire à quelqu'un de surentraîné dans un groupe. Non, c'était pas un commando, là, c'était quelqu'un qui était pas bien. Quelqu'un qui mangeait des chips au ketchup au vinaigre en avant de la TV. Il dit, moi, je vais prendre des guns puis je m'en vais avec ma robe de chambre, je me change même pas. C'est bien que vous êtes tellement bien renseigné, vous saviez quel genre de chips il mangeait. Bravo. Moi, je suis pas sûr que c'est ça. Bravo, Francis. On va dire que c'était ça. On va prendre quand même quelques instants pour parler de l'autre sujet dont je voulais absolument vous parler aussi. C'est la question qui a été soulevée récemment, à savoir est-ce que les douaniers canadiens et ou américains, quand on traverse la frontière entre les deux, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les douaniers d'un bord ou de l'autre fouillent notre cellulaire et comment doit-on réagir? Bon, la meilleure des choses là, à comprendre, c'est que quand on passe les douanes, là, pas nous autres qui a le gros bout du bâton. Jamais. Moi, j'ai toujours peur quand je traverse les douanes. Même si j'ai rien à me reprocher. Non. Moi, je me pose la question, y a-t-il quelque chose Moi, je vérifie 4 fois mes bagages, pas sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Puis, surtout que maintenant que le pot est légal au Québec, il faut faire attention de ne pas en avoir dans des restants dans nos potes. Non, je suis très sérieuse. Tu sais, je regarde Francis, il n'a aucune idée de quoi je parle. Non. Vous ne consommez pas ça, vous, du cannabis? Non, du tout. Moi, j'ai assez combattu ça dans ma carrière, je ne consomme pas ça. Mais j'ai des trucs qui me viennent. On parlait des gardes du corps tantôt. Oui. Les gardes du corps, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, là, c'est pas rare que c'est eux qui s'occupent des valises des dignitaires. Et lorsqu'ils enregistrent les valises et qu'ils signent que j'ai pris connaissance du contenu de la valise, est-ce que c'est vrai? La réponse est
Pas toujours. Pas toujours. Et il est arrivé qu'il y a certains dignitaires au Québec, au Canada, qui avaient des enfants, que des fois, ça fumait un petit joint. Et là, imaginez-vous, là, c'est vous qui signez les papiers en disant « Oh, Aïe, j'ai aïe. tout checké les valises. » Non, pas une bonne idée. Pas une bonne Alors, idée. quand on traverse donc avec notre cellulaire, Oui. il faut s'attendre à se faire poser des questions. Oui. Et il faut toujours dire oui. Quand le douanier nous pose une question, qu'il soit américain ou canadien, il nous dit baissez vos culottes, on dit oui. Oui. Ben, moi, je pense qu'on n'a pas bien le choix. Par rapport à ça, là, il y a plein d'affaires qui circulent sur les médias sociaux là, Ouais. pour protéger notre information. Wiper votre téléphone, réinitialiser-les, allez en acheter un temporaire pour la fin de semaine. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Parce que. Ben, c'est louche. Ben, c'est en plein ça. C'est comme si moi, je m'en vais à Cancun pendant une semaine et demie. Et là, j'arrive, puis vous avez quoi comme valise? J'en ai pas. Comment ça, pas de valise? Ma vie privée, vous ne saurez pas ce que j'ai dans mes valises? Si j'en ai pas. Christy, tu vas manquer ton vol, ça marchera pas. Là. Vous venez de dire aussi puis Christy dans la même Oh, phrase. mon Vous avez Dieu. le droit, vous? Excusez-moi, je sais pas. Ah non, on peut-tu mais nous, rajouter on des se fait... bips? Ah, on va rajouter des bips dans Bip, la bip. rediffusion parce que moi, j'ai pas le droit d'en Vous avez pas le droit, je dire. m'excuse si j'ai non, pas le droit. Dominique Plamondon on va me l'a me pas taper dit. sur les doigts. Ben non, c'est pas grave. Je vous taquine, Ben, moi voyons aussi. donc. Je fais semblant d'être une douanière. Je suis la Ah ouais? douanière des gros mots en ondes. Bon, ben, je vais quitter avant, il faut que j'enlève mon linge parce que je suis attendu ailleurs. Mais ça reste que ce qu'on va suggérer Donc, très mauvaise idée de Très mauvaise vider idée. son sel ou d'acheter un Ben oui. cellulaire Là, tu vierge. dis, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de ci, j'ai Ben, pas ça. voyons. C'est vraiment calme. Ce que nous autres, on va suggérer en général, Oui. c'est par exemple, si vous êtes dans le vol d'identité, là, j'ai pas peur, moi, que les douaniers volent mon identité. Fait que là, Puis si vous avez des choses assez à vous reprocher, que vous dites, si les douaniers se rendent compte de ça sur mon Facebook, je vais être dans la merde, allez pas aux États-Unis. Là, on va partir de ce principe-là. Ouais. Si vous dites, moi, comme citoyen, j'ai rien à me reprocher, ça ne veut pas dire de ne pas protéger les données de votre compagnie. Parce que là, surtout avec la guerre économique, de l'espionnage industriel, il y en a eu. On a déjà la France, les services secrets français qui ont espionné des gens du Québec sur des transactions dans le domaine de l'aviation pour donner du renseignement tactique pour la négociation avec la compagnie française. C'est arrivé il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, de prendre pour acquis que les Américains n'utiliseront pas ça, c'est faux. Donc, la meilleure méthode, c'est de dire, moi là, je vais prendre l'exemple, je lance ça au hasard, Bombardier. Ouais. Je devrais avoir mon téléphone Bombardier puis mon téléphone personnel. Puis quand je m'en vais faire un tour aux États-Unis ou n'importe où, là, mon téléphone Bombardier, il reste dans mon tiroir chez Bombardier. Puis mon téléphone personnel, il suit, C'est en un voyage. bon conseil. OK? C'est un bon conseil. Surtout si vous êtes dans des petites startups, là, que vous êtes en technologie puis vous développez des nouvelles technologies. Promenez-vous pas avec vos futurs brevets puis vos futures affaires dans votre téléphone ou dans votre laptop. Ça fait pas de sens. OK? D'accord. Donc, on met ça peut-être dans le cloud, puis on le récupère de l'autre bord. En tout cas, bref. Ah, c'est pas bon ça non plus. Pas non plus. Non, c'est pas bon ça. Écoutez pas mes conseils, écoutez les conseils de Francis. On fait pas ça, Lui, on va le strict minimum. Moi, je fais juste faire la police des gros mots. J'ai juste à ça que je sers. Merci beaucoup, Francisco. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. Merci beaucoup, Toujours Francis. un plaisir, Sophie. Merci. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez à quel point je suis fan de la créativité de nos publicitaires. Vraiment, nos publicitaires se dépassent. Que ce soit la campagne publicitaire pour Warrior avec, évidemment, Monsieur Demidov en campagne électorale. Que ce soit, par exemple, aussi Mike Chirona. On avait fait une entrevue avec le créateur de cette publicité-là. Ou encore, la publicité pour la Côte-Nord, vous savez, avec le Norvégien qui confondait la Norvège et la Côte-Nord. Là, j'en ai une vraiment très, très bonne publicité à vous présenter. C'est une publicité pour les cantons de l'Est. On va en parler avec Chanie Allais. Elle est directrice représentation et communication, porte-parole officielle de Tourisme Canton de l'Est. Chanie, bonjour. Bonjour, merci de prendre le temps de me parler aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu un coup de foudre, un coup de cœur pour votre campagne. C'est une campagne qui s'adresse aux Américains et la campagne commence aujourd'hui. Facebook, YouTube, les médias sociaux et la télévision et tout ça. Avant qu'on écoute et qu'on regarde la publicité, peut-être sans vente de punch, évidemment, parce que les gens vont découvrir la pub et ils vont trouver ça très drôle. C'était quoi votre objectif? C'était quoi votre but dans le contexte de 2025 pour attirer les Américains dans les cantons de l'Est?
Oui, donc en fait, c'est comme vous l'avez dit, une publicité qui s'adresse aux Américains, surtout du nord-est des États-Unis. Et c'est une clientèle qui est très importante pour nous, qui est stratégique. Ça représente 6% de notre clientèle annuellement, générant des dépenses là, de l'ordre de 73 millions de dollars pour les cantons de l'Est. Donc, on a constaté au cours des dernières semaines qu'il y avait un frein pour les Américains à visiter le Canada. Donc, ça comprend le Québec, les cantons de l'Est. Donc, il y a un petit ralentissement là, des gens qui passent à la frontière. Ils se demandent, bon, est-ce qu'on va être accueillis comme il faut par les Québécois? Est-ce qu'on va pouvoir se faire servir en anglais? Les gens téléphonent dans nos attraits, dans nos hébergements pour poser la question, là. Est-ce qu'on devrait annuler nos vacances? Est-ce qu'on devrait les reporter? Donc, nous, à la lumière de ces informations-là, on s'est dit, il faut être proactif, il faut qu'on fasse quelque chose pour leur tendre la main ou même, devrais-je dire, leur ouvrir grand les bras. Alors, on va regarder la pub parce que maintenant, en plus que vous nous l'avez mis en contexte, moi, je savais pas qu'il y avait vraiment des gens qui appelaient en disant « Coudon, on va-tu être bienvenus ou on va être accueillis avec une brique puis un fanal? » Donc, ça fait encore plus de sens. C'est encore plus génial d'avoir pensé à ça. Donc, on écoute la publicité et on va la commenter après. On l'écoute et on la regarde, évidemment, pour ceux d'entre vous qui nous suivez à la télé. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Sorry, I don't speak French. I'm just visiting. Well, then welcome to Canada's Eastern Townships. Where are you visiting from? I'm American. Ah, okay. Alors, il faut que je l'explique, évidemment, parce que beaucoup de gens nous écoutent à la radio. Alors, donc, c'est un monsieur qui a l'air de vouloir jouer au golf. Là, il a un petit chandail noué autour du cou qui se présente à la réception de l'hôtel. La jeune femme l'accueille en disant « Bonjour, bienvenue dans les cantons de l'Est ». Et le monsieur répond « Bon, je comprends pas le français, pouvez-vous… » Donc, elle lui dit en anglais « D'où nous visitez-vous » Et il répond tout bas « Je viens des États-Unis ». Et là, elle se penche et elle a comme un petit bouton. Vous savez, il y a ça dans les hôtels ou dans les différents établissements, comme un bouton panique. Là, dans les banques, il y a ça. Quand il y a un hold-up et tout ça, c'est un petit bouton en dessous de la table, tu sais, pour genre appeler la police ou appeler l'armée. Donc, elle appuie sur un petit bouton. Là, on se dit, elle a peur que ce soit un Américain. Ben non, c'est un petit bouton pour soulever une partie de son bureau à la réception, à l'accueil. Puis là, elle passe à travers ça et là, elle prend le monsieur dans ses bras puis elle lui fait un gros câlin. Et donc, le slogan de la campagne, c'est « Venez à recevoir un beau câlin dans les cantons de l'Est ». C'est assez brillant. Et en fait, on joue... On fait pas semblant qu'il n'y a pas, en effet, ce différent entre le Canada et les États-Unis. Vous l'abordez vraiment de front. C'est ça qui est intéressant. Oui, ben en fait, on voulait envoyer un message simple mais fort. Donc, oui, vous pouvez être servi en anglais, mais surtout, c'est que on vous réserve un accueil chaleureux. Et je tiens à mentionner, Madame Durocher, c'est l'équipe de la bande qui a réalisé cette publicité-là. C'est la même équipe qui a fait la publicité de Tourisme Côte-Nord. Donc, vraiment, c'est eux là, qui ont pensé tout le concept, qui ont décliné le tout. Donc, oui, c'est ça. On met un peu de suspense là avec le bouton rouge lorsque la porte ouvre. Puis là, on le voit, c'est dans l'expression des acteurs là, qui ont vraiment fait un jeu super, que il est bien accueilli, donc que c'est une relation mutuelle. Là, les gens des cantons de l'Est, des États-Unis, on a une relation de longue date et vraiment c'est une invitation à nous visiter. On met de côté là, le côté politique, vraiment là, c'est une invitation de cœur, si je peux dire. Là, ouais. Absolument. Alors, comme Hug It Out, ça, j'avoue que c'est nouveau pour moi parce que je pensais que je parlais bien anglais, mais Hug It Out, j'avoue que c'est une expression que je connaissais pas. Donc, c'est à la fois, tu sais, genre, venez vous tenir avec nous, puis en même temps, venez chercher votre câlin. Donc, c'est à la fois la proximité, l'accueil, la bienveillance, puis le côté, on se le cachera pas, c'est pas parce que ça a changé cette année avec la situation avec Donald Trump, mais ça a toujours été une caractéristique des Québécois. On se touche, on se prend dans ses bras, on se donne, on se fait la bise. Tu sais, les Américains, ils sont pas là-dedans. Donc, c'est bien aussi parce que ça parle aussi des particularités de la société distincte québécoise.
Non, absolument, ça reflète comme vous dites, la personnalité des Québécois, des cantons de l'Est. Donc, on veut vraiment renforcer là, cette relation de confiance-là avec les potentiels visiteurs américains. On valorise la proximité, la chaleur humaine. Donc, c'est à travers cette publicité-là qu'on envoie notre message. On espère vraiment que les Américains vont être rendez-vous. En fait, ils sont pas juste attendus cet été, ils sont sincèrement les bienvenus. Oui, parce que c'est sûr que ça marche dans les deux sens, parce qu'on a eu beaucoup de reportages dans les médias au cours des dernières semaines qui nous disaient que dans tous les États que vous nous aviez mentionnés, là, le nord-est des États-Unis, que ce soit le Vermont, le Maine, il y a beaucoup de restaurateurs, il y a beaucoup d'hôteliers qui sont découragés parce que les Québécois disent, moi, j'irai pas aux États-Unis cette année, mais ça marche dans les deux sens. Il y a aussi cette crainte de la part des Américains. Moi, j'ai des amis qui sont allés aux États-Unis, puis quand ils croisaient des Américains, ils leur disaient je viens du Québec, les Américains disaient on s'excuse. Ah ben oui, puis ça aussi c'est un message qu'on entend souvent des gens qui viennent en visite dans les cantons de l'Est et qui vont voir justement les gens dans les attraits, les gens qui travaillent dans l'industrie touristique et qui nous le disent hey, on est vraiment désolé de la situation, désolé pour tout ce qui se passe, c'est pas de notre faute, mais tu sais on a beaucoup des États démocrates là, qui sont sur le bord de la frontière, donc les Blue States. Donc je vous dirais qu'en termes d'intention de visite pour venir dans les cantons de l'Est, ça a un petit peu moins d'impact. On a observé une baisse des entrées à la frontière entre le Québec et les États-Unis depuis le début de l'année 2025 par rapport à la même période de l'année dernière. C'est environ une diminution de 4,3% pour les visiteurs américains. Ça fait que c'est une baisse assez modérée, mais chez les Québécois, c'est beaucoup plus important. On parle d'une baisse de 20% en moyenne là, depuis le début de l'année. Donc, c'est sûr que le fameux boycott là, des États-Unis, on le sent beaucoup plus du côté des Québécois. Donc, pour nous, dans les cantons de l'Est, on espère que on va avoir un été achalandé, qu'on va avoir beaucoup de Québécois, que les Américains vont être aussi au rendez-vous. Notamment, il y a le taux de change aussi qui est un facteur décisionnel important. Donc, un taux de change qui est très, très avantageux pour les Américains. Donc, à partir de là, ils ont des vacances à peu de frais. Donc, les Québécois, les Américains, puis aussi, bien entendu, il y a d'autres provinces du Canada qui pourraient choisir justement de visiter le Québec à la place d'aller aux États-Unis. Donc, c'est un peu, les plaques de tourisme là qui changent là, puis on pourrait attirer une grande partie d'entre eux. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment être proactif puis d'agir en amont pour se dire allez venez nous visiter puis se positionner là, dans les intentions de voyage. Ben, écoutez, félicitations aux gens de la bande parce que ils ont frappé 2 sur 2, là, 2 coups de circuit. Je sais pas si c'est le bon terme parce que je connais strictement rien en sport, mais il me semble. Non, un coup de circuit, c'est bon. Oui, bon, en tout cas, bref, ils ont marqué, ils sont rentrés à bon port avec cette publicité-là. Tourisme Côte-Nord, c'était vraiment hilarant. Et celle-là est absolument craquante et charmante pour dire aux Américains qu'ils sont bienvenus dans les cantons de l'Est. Merci beaucoup, Chanie. Chanie Allé, vous êtes directrice représentation et communication, porte-parole officielle de Tourisme Canton de l'Est. Dites-le à personne. Rapprochez-vous. Je vais vous le dire à l'oreille. C'est ma région préférée au Québec. Voilà, je vous le dis juste entre nous, là. Juste entre nous. Vous êtes la bienvenue, Madame Durocher. Au plaisir de vous voir cet été dans la région. À très bientôt. Merci. Au revoir, merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Alors, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé la semaine dernière. Vendredi matin, le 23 mai, je suis allée voir ma masseuse adorée, Isabelle Fontaine, que je salue, massothérapeute. Elle est en train de me masser, puis elle me dit, Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tendu. Ça fait des années que je te masse. T'as jamais été aussi stressée. Elle dit, il faut que tu prennes soin de ton système nerveux central. Il faut que tu manges mieux, il faut que tu boives plus d'eau, boive plus, pas de vin, de l'eau. Et là, je me suis dit, je vais me tourner vers Isabelle et je vais demander à Isabelle des conseils pour aider à améliorer la santé de mon système nerveux central parce que je taboute.
Alors là, tu réponds je à toutes mes comprends questions. maintenant. Voilà. Je comprends la demande de Hugo. Ben, probablement qu'elle voulait dire que le système nerveux sympathique, Voilà. c'est celui qui le met en mode d'éveil, était trop activé par rapport au parasympathique, celui qui nous calme. Donc, t'es plus sur l'adrénaline. C'est vraiment plus ça. Moi, j'ai orienté autrement parce que je dis système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Donc, mais c'est parfait. Pour avoir un cerveau qui est actif, mais je reviendrai, là, je viens de comprendre le lien. Faut qu'on voulait parler du sympathique et du parasympathique. Mais non, mais c'est parfait parce que dans le fond, tu vas nous donner des conseils aujourd'hui pour avoir un cerveau en santé. Donc, tout ça va main dans la main, c'est absolument parfait. Donc, comment on fait pour prendre soin de son cerveau, pour être alerte et vraiment les yeux en face des trous? Ouais, puis de prévenir le déclin cognitif. Ouais. On connaît aussi beaucoup de préoccupations à l'égard de la démence de type Alzheimer. Donc, les nutriments clés du cerveau, d'abord les oméga-3. On en a parlé beaucoup ensemble, mais il y a énormément d'oméga-3 d'origine marine à longue chaîne qu'on va trouver vraiment dans les membranes des neurones. Donc, très important, autant pour la femme enceinte que plus tard, d'aller chercher des oméga-3 dans son alimentation. Ça va aider également à la plasticité du cerveau. Et ça, c'est très important. Tous les chercheurs en parlent de plus en plus. On étudie de plus en plus la neuroplasticité. Et par exemple, quand on a une commotion cérébrale, comme j'ai eu l'été dernier, ben le fait d'avoir une bonne plasticité, ça va faire en sorte qu'on va rétablir les connexions neuronales qui se sont perdues après un trauma, après un choc. Donc, oméga-3. Deuxième, les vitamines du complexe B, B6, B9, B12, qui vont aider à la synthèse des neurotransmetteurs. Donc, à ce moment-là, toi, tu as peut-être trop de neurotransmetteurs associés au plaisir à la dopamine. Je neurotransmets, je te confirme, là, moi, mon cerveau. C'est ça, c'est que je suis speedée tout le temps parce que je déménage, c'est la fin de saison, il se passe plein de choses, je travaille sur un livre, j'en ai trop, le hamster fonctionne trop, donc faut que je calme mon hamster. Oui, à travers le nerf vague, à travers l'axe cerveau-intestin, ça c'est clair, à travers certains probiotiques qui peuvent faire une différence pour te calmer, la L-théanine qui est extraite du thé vert aussi, le magnésium, ça c'est des petits conseils que je donnerais à la Sophie en exaltation d'une fin de saison avec trop de projets parce que je te connais, t'en as plein dans la tête. Donc j'irais vraiment là-dessus. D'ailleurs, le magnésium, c'est très bon pour le cerveau, c'est un anti-stress, c'est un minéral qu'on a de la difficulté à rencontrer les recommandations. Et je dirais les polyphénols également que je vais proposer dans le menu pour le cerveau, le menu idéal pour le cerveau qu'on trouve dans les petits fruits. Donc, très, très bon, qui va travailler comme prébiotique, justement, à travers l'axe cerveau-intestin pour le nerf vague et qui va travailler contre le stress oxydatif qui crée de l'inflammation au cerveau. Alors, dans la liste que tu m'avais envoyée, si on résume, ça donnait les baies, les noix de Grenoble, les légumes verts, mais c'est tout ce que j'aime dans la vie. Des noix de Grenoble, j'en mets évidemment dans mes salades, mais j'en mettrais dans tout. J'adore ça. 4 fois ou plus par semaine. Parce que là, je prends vraiment le guide pour le cerveau actif qui a été développé par le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, des chercheurs partout au Canada. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont mis de l'avant. On s'est inspiré d'un régime pour le cerveau qui s'appelle le régime MIND, qui a été développé en fait par une épidémiologiste dans une université américaine qui a dit c'est quoi les meilleurs aliments, mais surtout en quelle quantité pour avoir un cerveau hyper fonctionnel, le traitement de l'information rapide, une meilleure mémoire, moins de déclin cognitif relié à l'âge, etc., etc. Ben, c'est ces aliments-là. On a énormément de légumes, surtout des légumes verts feuillus. On a des crucifères également, les légumes verts feuillus tous les jours. Fait que nos auditeurs, là, que ce soit des épinards, que ce soit du kale, de la laitue frisée verte,
vraiment tous les jours d'avoir ça au menu parce que ça contient de la lutéine, des folates, des nutriments qui sont très bien pour le cerveau. Est-ce que je peux vite donner à tout le monde une recette avec du rapini? Du rapini, ça rentre-tu dans tes trucs? Oui, j'adore. Alors vous faites revenir des 2 oignons et 4 gousses d'ail. Ensuite, vous mettez de la saucisse italienne. Ensuite, deux grandes touffes de rapini. 4 saucisses italiennes, 4 grandes touffes de rapini, vous faites mijoter tout ça. Vous rajoutez un petit peu de crème à la fin avec des rigatoni. C'est une recette sur le site de l'UFA. Tu sais, moi, j'adore les gens de l'UFA. Ah, c'est bon. Mais là, je t'enlève 3 ingrédients pour le cerveau. Parce qu'il n'y a pas de charcuterie, il n'y a pas vraiment de crème, il y a des produits laitiers faibles en gras. Et ça va être des pâtes de grains entiers, genre. Donc, on pourrait y aller des pâtes de grains entiers avec des rapini, puis peut-être du citron? Du citron, oui, avec citronné, avec, tout à fait. Tu viens de péter ma balloune, toi, là? Et des pignons, des noix de Grenoble sur le dessus. Tu sais, ça peut être super chouette. Donc, si on adopte ce régime-là, on peut réduire le risque de maladie de type d'Alzheimer de 35 à 53%. C'est énorme. C'est significatif et ça joue sur la mémoire également. Bon, parfait. Rappelle-moi ton nom. Ben non, c'est une blague, Isabelle. Je sais. Isabelle Huot, c'est toujours un plaisir de te parler. Je rappelle que tu es docteur en nutrition. C'est un plaisir. Merci à Jean-Philippe, merci à Hugo, merci à Fred Bastien. Merci à vous de nous écouter et de nous accompagner dans nos folies. À demain. Cube.